Bonjour à tous. Je tiens à vous remercier. On a déjà plus de 1000 participants au webinaire d'aujourd'hui. Je me présente, Philippe Durocher, associé en service conseil financier, responsable de l'équipe vérification diligente de Raymond Chabot Grant Thornton à Montréal. Ça fait plus de 25 ans que je travaille en cabinet comptable, dont les 20 dernières années en conseil financier, plus particulièrement la vérification diligente. J'ai un bac et un diplôme d'études supérieures en comptabilité publique des HEC de Montréal, une maîtrise de l'ETS aussi de Montréal en technologie de l'information. Et j'aimerais vous présenter également mon partenaire d'aujourd'hui, conférencier François Rivard, le président de InnoCap. François est un homme d'affaires aguerri, un gestionnaire et entrepreneur dans l'âme. Il cumule plus d'une vingtaine d'années d'expérience en finance, en gestion d'équipe, de direction, en plus de siéger sur des conseils d'administration. Il détient un bac en administration des affaires de l'Université Bishop et un MBA du Alt Business School de Londres. Bonjour, Monsieur Rivard. Bonjour, Philippe. Dans la vie, ce que j'aime faire, moi, c'est aider les entrepreneurs et les entreprises à réaliser des bonnes acquisitions, des bonnes transactions d'acquisition. Vous allez voir, sur les pages qui suivent, désolé, je n'ai pas présenté ton profil, François. Sur l'ordre du jour aujourd'hui, on va parler des faits saillants, des tendances d'acquisition. On va parler un peu du processus de revue diligente. On va faire une introduction du cas InnoCap, donc on va introduire un petit peu plus le cas par la suite et on va se poser des questions. Je vais poser des questions à François sur le déroulement, comment ça s'est passé, comment il a réagi à certaines choses lors du processus de revue diligente et d'acquisition. Et on va terminer avec une période de questions qui est ouverte pour tous ceux et celles qui veulent soumettre des questions. Vous avez la chance par le Q&A de nous poser des questions. Allons-y maintenant avec les faits saillants et les tendances sur les acquisitions. Vous voyez à l'écran, on a présenté deux graphiques. Ce qu'on voit sur les deux graphiques, c'est le nombre et la valeur des transactions dans les dernières années. On a vu une tendance marquée, importante en 2021 qui ne s'est pas reproduite en 2022. Les problèmes liés aux approvisionnements, à la guerre en Ukraine, à la sortie, grosso modo, là, de la pandémie de la COVID, a fait en sorte que le nombre de transactions était là encore, mais beaucoup plus d'incertitudes. Et par contre, quand on compare 2022 avec l'historique d'avant la pandémie, on se maintient dans les mêmes eaux. Donc, on est revenu à des taux de nombre de transactions et valeurs similaires à ce qu'on voyait par les dernières décennies. Je pense qu'il y a encore des occasions pour 2023, mais il y a beaucoup d'incertitudes qui restent. Il y a beaucoup d'acquisitions potentielles qui peuvent se faire, mais c'est à ce moment-ci qu'il faut mitiger puis peut-être porter plus attention à la vérification diligente pour faire des bonnes transactions. On n'est pas à l'abri du spectre d'une récession, de l'augmentation du coût en capital, des taux d'intérêt, la guerre pour s'approprier des ressources. Donc, ce qu'on veut éviter, c'est de surpayer, de se retrouver dans une situation où on n'arrive plus à générer des flux monétaires suffisants dans le futur pour supporter les acquisitions qu'on a faites. Donc, une bonne gestion du processus d'acquisition et de revue diligente sont de mise pour améliorer ses chances de succès dans une transaction. Maintenant, ce que je vais vous présenter, on a un petit survol du processus d'acquisition. On va essayer de faire ça rapidement. Les 3-4 premières étapes sont vraiment de la stratégie. On parle de plan d'affaires, plan stratégique, qui consiste principalement à identifier les priorités d'action pour les prochaines années. L'étape 2, plan d'acquisition qui s'arrime avec le plan d'affaires pour vraiment trouver les opportunités sur le marché qui constituent des moyens d'atteindre les objectifs bien précis. L'étape 3, identification des cibles qui peut se faire de manière proactive pour favoriser, dans le fond, les bonnes acquisitions, tout en étant à l'affût des opportunités qui se présentent là, sur le marché, mais s'assurer toujours de faire une acquisition, non pas de manière réactive, mais d'un point de vue stratégique qui s'arrime avec le plan qu'on s'est donné à la base. Ce qui nous intéresse davantage aujourd'hui, c'est vraiment les étapes 4 à 8
qui sont le moment où on passe de la stratégie au volet tactique ou l'art de bien exécuter la transaction. Fait qu'on va suivre les bonnes pratiques. Par exemple, à l'étape 4, on va faire un business case. On va évaluer la compagnie. On va se faire une tête sur les synergies. On va faire des projections financières. Puis tout ça va nous amener à produire une lettre d'intérêt qui va être le point de départ sur la transaction. Et c'est aussi un peu le début de la vérification diligente. Puis peut-être qu'on va pouvoir en reparler tantôt, François. La vérification diligente, ça commence toujours un peu en amont, pour ne pas dire vraiment en amont, mais formellement, ce n'est pas à ce moment-ci qu'on va faire un rapport. On va plutôt parler des éléments de risque qu'on veut identifier, puis comment on va les mitiger dans le cadre de la transaction. L'étape 5, on va parler aussi de la structure qui peut être importante pour minimiser l'impact fiscal de part et d'autre, l'acheteur et le vendeur. Puis ça peut servir aussi à gérer un peu certaines problématiques qui peuvent apparaître, que ce soit des passifs potentiels, un historique qu'on veut se détacher. Donc la structure va nous aider à bien cerner tout ça dans notre transaction. Si on regarde maintenant l'étape 6, c'est la vérification diligente détaillée qui permet en somme de répondre à 4 questions fondamentales. La première étant, qu'est-ce que nous achetons vraiment? Puis là, on va se poser des questions, on va regarder un petit peu plus loin que le site web de la compagnie, on va aller chercher de l'information sur c'est quoi qu'on achète, c'est quoi les actifs, c'est quoi la performance qu'ils génèrent. Ensuite, la deuxième question qu'on va se poser, c'est quoi la valeur de la cible ou de la compagnie sur une base autonome? La troisième question, est-ce qu'il y a des synergies avec notre organisation ou des squelettes dans le placard? Il faut considérer les deux. Des fois, il y a même des synergies négatives. Est-ce que le fait de faire une acquisition va peut-être être mal perçu par une clientèle qui pourrait vouloir aller ailleurs? La quatrième question fondamentale, c'est quoi le prix maximum qu'on est prêt à payer? Fait que tout ça, dans le fond, ces questions-là, on va y répondre à travers différentes analyses. On va vraiment approfondir notre travail puis notre compréhension de la cible pour s'assurer d'avoir la meilleure transaction et de préparer aussi tranquillement un plan d'intégration. Fait que si on va un petit peu plus en détail, la vérification diligente financière et fiscale, on va faire une analyse des indicateurs clés de performance. On va passer des chiffres, on va aller voir c'est quoi l'histoire derrière les chiffres. Est-ce qu'on veut regarder dans certaines industries volume des ventes? On veut regarder les unités, les marges brutes par unité. On peut vouloir regarder d'autres mesures de performance, le nombre d'employés, revenus par employé. Dans certaines industries, ça va être les revenus mensuels récurrents. Donc, tout ça, ça va nous aider à mieux comprendre où est-ce que l'entreprise se situe, puis où sont les risques également pour nous autres. Puis ça va nous donner un petit peu plus de clarté dans notre plan d'affaires également. Deuxième point qu'on va regarder, puis c'est un cas qui ressemble beaucoup à celui d'InnoCap, on va passer à travers l'exercice du carve-out. Dans une transaction où on n'achète pas 100% de l'organisation, il n'y a pas nécessairement des états financiers sur une base autonome qui sont disponibles et ça va être des calculs faits par la direction, ça va être un plan d'affaires, des forecasts. On va les regarder en se posant la question, est-ce que j'ai vraiment la bonne structure en place, puis est-ce que je dois enlever certaines charges corporatives puis les remplacer par des coûts à venir dans le futur? Ça va être quoi ma structure going forward, etc. Fait que l'exercice de carve-out est très important. Ça nous permet aussi de valider un peu notre plan d'affaires au fur et à mesure, parce qu'on apprend des choses lors de la vérification diligente, on ajuste un petit peu notre plan d'affaires. Et l'élément clé de la revue diligente, ce qu'on voit le plus, c'est le Quality of Earnings, qualité des résultats, où on va creuser davantage l'EBITDA ou le BAIA, le bénéfice avant intérêt, impôts et amortissements, qui est une mesure utilisée par les financiers, qui est reconnue, qui est facile à calculer, qui simplifie les vues sur les flux monétaires futurs. C'est un élément qui est uniforme, mais en même temps qui n'est pas réglementé, qui est sujet à des zones grises. Fait qu'on va le challenger, on va regarder quels sont les éléments non récurrents qu'on veut éliminer.
Par exemple, on a passé récemment la COVID. La COVID, il peut y avoir eu des subventions, il y a peut-être eu des shutdowns, des arrêts pendant plusieurs semaines. Donc, on va essayer de normaliser tout ça. On cherche à voir c'est quoi le bénéfice ou le flux monétaire caractéristique qu'on va avoir dans le futur. À partir de là, ça nous donne du confort sur la capacité qu'a la compagnie sur une base autonome de rembourser notre investissement, grosso modo. La prochaine analyse qu'on va faire aussi, on va faire une analyse du fonds de roulement ou de l'actif net plus large. Dépendamment des industries, des fois, on va rajouter des éléments dans ces analyses-là. La majorité des transactions sont basées sur un multiple ou une évaluation sur le cash flow, sur les flux monétaires ou l'EBITDA, et un ajustement à la clôture en fonction d'une cible de fonds de roulement et du fonds de roulement qu'on va avoir à la clôture. Donc, est-ce qu'on a bien reflété dans le fonds de roulement les ajustements qu'on a identifiés à l'EBITDA? Qui ont un impact évidemment sur le fonds de roulement? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'il faut considérer? Est-ce qu'on a une cible de fonds de roulement basée sur un historique qui peut avoir certains éléments qui sont pas garants du futur, que ce soit la COVID ou d'autres choses? Par exemple, problème d'approvisionnement, est-ce qu'on a eu à commander des stocks puis à se faire un inventaire, à se bâtir un inventaire pendant la période de pandémie et inventaire qui est en excès? Donc, c'est tous des éléments qu'on va se poser comme question, qu'on va normaliser dans le fonds de roulement pour arriver à quelque chose qui est juste et équitable de part et d'autre. Après ça, il y a un processus de négociation à partir des cibles et des fonds de roulement à la clôture. Fait que ce sont tous des éléments qui sont importants à considérer au fur et à mesure pour éviter de se retrouver avec un contrat à la fin qui dicte des éléments qu'on n'a peut-être pas analysés d'avance puis avoir des surprises. Puis le dernier point qu'on regarde généralement du côté financier, c'est les projections financières, c'est de faire ce qu'on appelle un pont entre les résultats historiques et les résultats futurs pour voir est-ce qu'il y a des éléments qui ne font pas de sens, est-ce que la croissance qui est prévue, qui est présentée, est en ligne avec ce qu'on a réussi à faire par le passé, est-ce que l'équipe de direction ou la compagnie nous a démontré que par le passé était bonne pour faire des projections financières? Puis on se fie là-dessus. S'ils n'ont jamais fait de projection financière, puis c'est la première fois qu'ils en font, c'est certain qu'on va escompter peut-être un petit peu plus, puis on va challenger davantage les projections financières. Là, je vous ai parlé plus du volet financier, il y a le volet fiscal. Il y a aussi, on peut faire une revue diligente des ressources humaines, de l'environnement, le volet légal. Donc, il y a plusieurs éléments, dépendamment de la compagnie puis des risques qu'on voit, qui vont être investigués. On a eu la chance de travailler sur le dossier d'Inocap chez Raymond Chabot Grant Thornton, puis on va aborder ces sujets-là un petit peu plus tard. Je vais revenir un petit peu sur le processus avant de présenter proprement dit là, le cas d'Inocap. Si on regarde après les prochaines étapes, après la vérification diligente, on a la conclusion de la transaction, le closing. C'est un processus qui est souvent très écourté, qui se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'échanges. On veut s'assurer, il y a beaucoup de ballons dans les airs ou de balles dans les airs, on jongle un peu avec tout ça, puis on veut s'assurer qu'on n'échappe à rien. Ce qui est important du côté financier, du moins pour nous autres, là, ce qu'on regarde, c'est dans le contrat d'acquisition, comment on paye, c'est quoi les termes et conditions, c'est quoi les mécanismes d'ajustement de prix. Est-ce qu'on a bien revu les représentations et garanties, les indemnisations? Est-ce qu'il y a des éléments qu'on a trouvés dans le cœur du mandat qui doivent être mitigés puis intégrés au contrat d'acquisition? Puis évidemment, on n'aime pas ça, mais ça prend un mécanisme de sortie ou d'arbitrage en cas de dispute s'il y a des clauses d'ajustement de prix notamment et que les parties ne s'entendent pas éventuellement. C'est plus facile de le négocier au closing, dans le contrat d'achat, que d'arriver par la suite puis d'avoir à travailler avec un arbitre puis de s'entendre de part et d'autre une fois que la chicane est prise dans la maison. Les deux dernières étapes, intégration et suivi post-acquisition. Évidemment, intégration, le mot le dit, les différents streams, que ce soit finance, HR,
opérations, communication, tout ça doit se mettre en branle et la vérification diligente va servir un peu de tremplin pour amener les différents projets, amener les différentes problématiques à adresser rapidement pour avoir une bonne transition. Puis, à l'étape 8-9, on va également, post-acquisition, revoir les états financiers de clôture, généralement qui sont produits, dépendamment des transactions, de 1 à 3 mois après la transaction. On a un mécanisme pour les ajustements de prix. On veut s'assurer que ça a été fait comme c'était prévu, puis que le calcul d'ajustement de prix est bien fait. Il y a une étape, Philippe, par expérience, de notre expérience, qui est un dénominateur commun à toutes les étapes. Cette étape-là, c'est la gestion des parties prenantes. Je te dirais, nous, dans notre cas, on avait plusieurs balles en l'air quand on faisait la transaction. On faisait un carve-out d'une compagnie aux États-Unis. Il était 4 fois plus gros que nous. Il fallait gérer eux pour leur donner de l'information financière. On avait deux actionnaires. Il y en avait un qui, tous les deux réinvestissaient. Il y en avait un qui downgradait. On avait 3 nouveaux actionnaires qui rentraient. On avait des employés qui rentraient. Il y avait une banque qui rentrait aussi. Il y avait plusieurs parties prenantes qui avaient besoin d'informations financières, mais toutes d'une façon différente. Puis moi, il y a un élément qui était hyper important dans toute la transaction, puis sur laquelle on s'est vraiment basé sur les informations que vous avez assemblées, et puis sur tes interventions, ainsi que celle de Virginie. C'était que tu parles à la banque, tu leur donnes ils sont intéressés par un certain nombre d'informations. Tu parles à l'investisseur, ils sont intéressés par un certain nombre d'informations. Tu parles aux vendeurs, ils sont intéressés par un certain nombre d'informations. Puis tu as été capable de bâtir cette espèce d'entrepôt d'informations-là qui était pertinente par rapport à qui on s'adressait. C'était très important pour nous, pour moi, parce qu'au bout de la ligne, c'est moi qui discutais avec chacune de ces personnes-là. Mais je peux aller piger dans l'entrepôt que tu avais bâti, tout dépendamment de la personne à qui je m'adressais. Ça a été hyper important. Fait il y a peut-être un dénominateur commun à toutes les étapes. Je suis moins procédural que toi, mais moi, pour l'avoir vécu, je veux dire que le dénominateur commun, c'est vraiment cette gestion-là, l'opportunité de pouvoir gérer les parties prenantes avec l'information dont elles avaient besoin avec l'entrepôt que toi et ton équipe avez bâti. Bien, je pense ça nous introduit bien la prochaine section, le cas d'Inocap. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Évidemment, je vous ai déjà présenté François, mais Inocap, en gros, c'est une entreprise de Montréal dans le domaine de la FinTech, qui est technologie financière de gestion de placement alternatif. C'est une société qui est une plateforme mondiale avec plus de 53 milliards d'actifs sous gestion en dollars US, avec des clients qui sont partenaires, qui sont nombreux et très sophistiqués, qui, eux, ont des actifs sous gestion de plus de 2000 milliards de dollars US. C'est quand même assez impressionnant. Inocap, c'est une société qui faisait partie de la Banque nationale en 2018, qui a été rachetée par une équipe de direction, dont François, ici, qui se sont entourés de financiers comme la Caisse de dépôt et BNP Paribas à l'époque, en 2018. Puis 4 ans après cette transaction-là, Inocap acquiert Edgemark, une division de BNY Mellon, une banque américaine, dans le même secteur qu'elle pour consolider sa position à l'échelle mondiale avec la participation, tu l'as mentionné tantôt, de partenaires comme la Caisse de dépôt qui réinvestissait, BNY Mellon qui participe maintenant avec Inocap, du Fonds de solidarité et de gestion d'actifs mondial Walter. Fait Inocap aujourd'hui... Et BNP Paribas. Et BNP Paribas, qui est toujours dans le portrait, effectivement. Inocap se retrouve avec... Puis je pense que c'est très... Ça parle, la prochaine slide. Il se retrouve avec plus de 300 employés à travers le monde. 350 maintenant. 350, ça va vite. Vous avez maintenant des gens aux États-Unis, de mémoire New York, Boston. New York, Boston, Wrocław en Pologne, Pune, Chennai en Inde, et Montréal et Dublin. Et Dublin, l'Irlande. Donc, on a 7 bureaux dans 5 pays sur la planète. Puis vous avez une équipe de direction qui est diversifiée, qui cumule une expérience puis des connaissances dans les complexités des placements alternatifs qui est phénoménale. Je vais vous montrer la prochaine slide. L'équipe de direction que vous avez assemblée est numéro 1, qui est top of the line. J'ai rarement vu pour une entreprise aussi jeune avoir un bassin de personnes aussi sophistiquées alentour de la table. C'était impressionnant aussi. Ça, les avantages concurrentiels, c'est d'avoir créé une organisation où
l'équipe de direction, les gens qui sont là, viennent d'endroits divers. Donc, il y a des gens qui viennent de gestion de portefeuille, il y a des gens qui viennent de trading, il y a des gens qui viennent de trading desk, il y a des gens qui viennent de structuration de produits, il y a des gens qui viennent d'administrateurs, il y a des gens qui viennent de firmes de comptables, il y a des firmes de firmes d'avocats. On a beaucoup de professionnels. Sur les 350 personnes, on a plus de 200 professionnels de gestion, de gestion alternative. Donc, notre capacité de provenir de plusieurs endroits comme ça fait de nous un compétiteur là, assez important. Je pense que tu l'as dit tantôt, mais on est effectivement assez fiers d'être basé à Montréal et d'être la plus grande plateforme d'investissement alternatif au monde. Donc, dans l'exercice, nos clients on a 32 clients un peu partout sur la planète qui sont des investisseurs institutionnels, donc des fonds de pension majoritairement qui veulent accéder à leur placement alternatif à travers une plateforme. Donc, pour avoir plus de contrôle, plus de transparence, plus de flexibilité, comment ils accèdent à leur placement alternatif. Donc, on est fiers de l'avoir fait, puis on est fiers de l'avoir fait au Québec. C'est très, très intéressant. Moi, je l'ai vu évoluer, puis je suis très fier d'être associé à Innocap aujourd'hui. C'est intéressant. Dans le fond, le parcours des dernières années est inspirant. Puis j'ai quelques questions pour vous, plusieurs questions. Dans le fond, l'objectif, c'est de passer à travers les apprentissages, puis qu'est-ce que vous avez appris de la transaction avec Edgemark. La première question que j'ai pour toi, est-ce que tu peux nous expliquer comment est arrivée cette transaction-là de BNY Mellon, Edgemark BNY Mellon? Premièrement, je ne suis pas sûr qu'il y a des transactions qui arrivent et des transactions que tu travailles. Puis je te dirais, moi, j'encourage en fait les Québécois à être Québécois parce qu'on est hyper créatifs. On ose les Québécois. On pense beaucoup à l'extérieur de la boîte. Puis moi, ce que je me suis donné l'opportunité de faire quand on a fait le carve-out de la Banque nationale puis de devenir indépendant, je me suis posé la question à me dire, qu'est-ce qu'on détient? C'est quoi Innocap? C'est une plateforme d'investissement. Puis je me suis pas intéressé à me dire, c'est qui les autres plateformes d'investissement? Je me suis regardé quelles autres plateformes ont transformé leur industrie. J'ai commencé à regarder les plateformes comme Uber. J'ai commencé à regarder les plateformes comme Amazon. J'ai commencé à regarder les plateformes comme Netflix qui ont transformé à travers une thèse de plateforme leur industrie. Là, j'ai commencé à me dire, qu'est-ce qu'ils ont comme dénominateur commun, chacune de ces plateformes-là? Puis ça m'a donné l'opportunité il y a plusieurs éléments, là, mais un des éléments, c'est qu'ils étaient dominants dans leur marché. Ils sont dominants dans leur marché, puis en étant dominants dans leur marché, ils se donné l'opportunité d'avoir le droit de transformer leur industrie. Donc, Amazon a transformé le retailing parce qu'il était dominant dans son marché. Je me suis dit, si nous, on veut avoir la chance un jour de pouvoir être dominant dans notre marché et pouvoir transformer notre industrie, qui était la thèse d'Innocap, pour que tous les fonds alternatifs des investisseurs institutionnels transigent à travers la plateforme d'Innocap, on voulait se donner l'opportunité. Il fallait qu'on soit dominant. Donc, pour être dominant, on avait 7 milliards sur la plateforme. On était 70 personnes à ce moment-là. C'était impossible pour nous d'être dominant d'une façon organique. Il y avait Edgemark qui faisait partie de BNY Mellon à ce moment-là. Et là, ça a pris 3 ans. C'est 3 ans de va cogner à la porte, ils veulent pas, retourne cogner à la porte, ils veulent pas, trouve un angle, passe par la fenêtre, prends l'ascenseur, prends les escaliers. Tu essaies de les appeler, puis c'est ça, ça prend de la patience. Fait que ça n'arrive pas, mais ça prend de la patience. Puis là, à un certain moment, tu les prends au bon moment. Puis là, ils sont intéressés à écouter, puis la thèse que tu leur exposes depuis plusieurs années, ils commencent à embarquer dans la thèse. Puis là, la chaîne embarque. Puis là, c'est ce qui est arrivé dans notre cas. Après 3 ans de discussion puis de conversation avec eux, puis d'être perdu, d'être tombé, puis d'être relevé, puis de ne pas avoir lâché, ils ont finalement été intéressés à écouter ce qu'on avait à dire. Puis écouter ce qu'on avait à dire, c'est de dire, écoutez, la trajectoire de leur business, qui était Edgemark, si on était capable de l'extraire de BNY Mellon, la jumeler avec Innocap, on allait avoir l'agilité d'Innocap, parce qu'on était une firme indépendante, et ce qui était le scale, parce qu'à ce moment-là, eux avaient presque 30-40 milliards d'actifs. Donc, il y avait le scale, il y avait un système, il y avait bâti quelque chose qui était très scalable. Puis jumeler ces deux business-là ensemble, on devenait complètement scalable, puis on était complètement unconflicted et on avait l'agilité de l'ancien Innocap. Fait que les deux ensemble, on était capable d'aller faire cette transformation-là dont je parle quand je dis qu'on voulait être le Amazon, ou on voulait être le Uber, ou on voulait être le Netflix de notre industrie. Mais c'est exactement ça qu'ils ont embarqué. Puis ils ont tellement embarqué qu'ils ont vu que la trajectoire de la business, s'ils étaient capables de l'extraire
de BNY Mellon et de la jumelée avec Innocap. Ils voulaient rester, ils voulaient faire partie de l'aventure parce que pour eux, c'est pas une vente à dire on fait un process, on vend la business, puis on s'en va, puis on prend notre argent, puis bonne chance. C'était super important pour nous aussi parce qu'il y a une grosse partie de la thèse qui est de dire tout le monde y croit à cette thèse-là. Puis c'est pour ça que c'est important que tous les actionnaires qui étaient actionnaires d'Innocap réinvestissent. Puis tout le monde a réinvesti dans l'exercice. Puis BNY Mellon a pris des stocks dans l'exercice, a roulé dans l'exercice comme actionnaire d'Innocap parce qu'ils pensent et ils voient la thèse à long terme. Donc, je dis, faut oser. On est bons, les Québécois. On pense à l'extérieur de la boîte, puis il faut qu'on se donne la chance d'aller. On est charmant, on est apprécié partout. Nous, on a des bureaux partout sur la planète, puis on a des clients partout sur la planète. Puis à chaque fois qu'on y va, les gens ils nous accueillent à bras ouverts. Puis je pense que ça, c'est un avantage concurrentiel qu'on a en étant québécois, puis de notre historique. Puis je pense qu'il faut s'en prévaloir. Puis nous, moi, ça a été une grosse partie de la raison pour laquelle BNY Mellon a embarqué dans notre thèse. Évidemment, parce qu'on a des partenaires comme la Caisse de dépôt qui sont des partenaires importants mondialement, mais aussi parce que ce qu'on voulait faire, on voulait le faire pour des bonnes raisons. Puis, si je vais reparler de ça, la thèse, bien au-delà des chiffres qui sont très importants et essentiels dans l'exercice. Mais si la thèse fait du sens, le reste va suivre. Ça, c'est un peu comme ça. Fait qu'il faut pas le lâcher. Bien, merci. Écoute, ta persévérance, je l'ai vécu. Je me souviens, la première fois que tu m'as parlé de la transaction, on était tout emballés, puis on était prêts à partir. Puis ça a pris quelques mois avant que le projet démarre. La première fois ça a pris 12 mois avant que la première fois que je t'ai parlé, au moment où est-ce qu'on a eu un mandat, mais c'est 2 ans avant qu'on a commencé à leur parler à eux. Bien, félicitations. Puis effectivement, juste pour revenir un petit peu en arrière, on parlait tantôt du processus puis des différentes parties prenantes. Dans votre cas, il y avait 2 processus. De notre point de vue, il y avait 2 ou 3 processus qui roulaient en parallèle. Il y avait un processus d'acquisition de BNY, de Edgemark, BNY Mellon, et vous aviez un processus où vous allez chercher des partenaires financiers. Et là, il faut que vous vous mettiez en vente. Il y avait aussi un mandat de notre côté de due diligence, mais pour vous accompagner dans le processus avec différents partenaires. Donc, il y avait vraiment les deux qui roulaient en parallèle, puis c'était assez demandant pour la direction, pour les différentes équipes de part et d'autre, de gérer ce processus-là avec les 2 parties, du moins avec ces 2 parties prenantes-là, en plus de gérer là, les différentes problématiques ou les défis qu'on a eus sur la négociation, que ce soit du contrat d'achat ou autre. Parlons de ça. Peut-être, excuse-moi. Vas-y. Les principaux défis que vous avez eus dans cette négociation-là, puis dans le processus comme tel, ça a été quoi? En fait, peut-être juste par rapport à toutes les parties prenantes, il y a une réalité, c'est que je pense pas que, si je fais un parallèle à, tu t'achètes une maison, une des plus gros achats que les gens vont faire dans une vie, c'est d'acheter une maison. Je pense pas que les gens se pointent dans un quartier un jour, puis disent, on prend cette maison-là, puis on l'achète, puis on paye tant pour la maison, puis that's it. Il y a un processus de séduction qui a lieu, puis d'appréciation de l'endroit où tu vas aller vivre. Tu vas aller visiter les écoles, tu vas poser des questions, tu vas regarder la maison, tu vas aller voir la banque, tu vas lui demander combien tu peux emprunter. Tu vas travailler en amont de la transaction, de ta transaction immobilière dans ce cas-ci. Puis ça ne se fera pas overnight. Donc, quand tu vas visiter la bonne maison, vous allez être sûr que c'est la bonne maison. Là, vous allez prendre une décision en connaissance de cause. Dans ce cas-ci, c'est la même chose. On n'a pas, quand je dis on a 3 ans de temps, parler à un acheteur, à un vendeur qui ne voulait pas vendre. Mais pendant ce temps-là, je parlais aussi à des actionnaires potentiels en leur parlant de ce que je voulais faire. Puis eux non plus ils n'ont pas dit « Ah, c'est donc intéressant la première meeting, on signe en bas. » Ils disent « Bon, ben, c'est intéressant. » Là, tu retournes y voir. Puis dans le cas de la Caisse de dépôt était déjà actionnaire, donc on était aux premières loges, au premier rang de voir un peu de ce qui se passait. Mais pour ce qui est du Fonds de solidarité et puis pour ce qui est de Walter, puis la Banque nationale qui nous a prêté dans l'exercice, mais on leur a parlé, on a socialisé ça depuis longtemps. Puis eux m'ont vu avoir du succès, aller cogner à la porte puis revenir bredouille, aller cogner à la fenêtre puis revenir bredouille, monter les escaliers puis revenir en sueur, tu sais. Mais je leur ai montré la pleine transparence de la réalité à laquelle je faisais face. Puis on a développé une relation de confiance dans l'exercice. Puis quand on est arrivé au moment où je leur ai dit « ça a marché », premièrement, eux, ils étaient comme « mais là, c'est à cause que ça fait 3 ans que tu essaies, tu ne l'auras jamais ». Mais quand on leur a dit « ça a fonctionné »,
j'avais pas besoin de commencer à leur parler de la business, de la thèse, de commencer à leur parler. Ils avaient déjà été bien sensibilisés à ce qu'on faisait. Puis ça, c'est super important. Donc, c'est pas important le jour où tu veux faire une transaction de commencer à ta période de roadshow puis de cruise avec tout le monde. Ça se fait bien en amont, en parlant de ta thèse, puis en parlant de ce que tu veux faire, puis c'est correct de tomber. Tu sais, la différence entre un gagnant puis un champion, le gagnant gagne. Je pense que le champion est tombé, puis il s'est relevé plein de fois, puis il est devenu un champion. Tu sais, mais c'est tellement... Il y a tellement d'apprentissage, tu sais, puis d'autres, on est tombé plein de fois là, dans l'exercice, là, puis on tombe encore, puis on va tomber encore. Mais dans l'exercice de tomber, c'est là où je pense aussi que le Québécois est capable de sortir de son ego puis d'essayer de se dire qu'est-ce que j'ai fait de bon, qu'est-ce que j'ai fait de bon, puis d'essayer de s'améliorer dans l'exercice. Puis ça a été, ça reste un élément important dans la gestion des parties prenantes de nos actionnaires et même avec notre nouveau partenaire qui est BNY Mellon qui nous a vendu la business. Mais j'ai été aux premières loges aussi, puis effectivement, vous avez très bien socialisé la transaction tout le long du processus, puis je pense que ça a été apprécié, autant pour nous que pour les autres, là, ça facilite énormément. Si on ramène ça maintenant dans le day-to-day de la revue diligente, est-ce qu'il y avait des éléments qui étaient plus clés à valider dans le processus pour vous, là, quand on a dit « OK, go, là, on rentre, là, puis il nous reste 1 mois ou 2 pour closer », c'est quoi les éléments clés qui étaient de... Oui, important. Fait que finalement, donc ça a pris 3 ans que la chaîne embarque. On a fait un LOI, puis on a eu des petites conversations autour du prix qui a été, puis on va peut-être en parler plus tard, donc on va peut-être... je vais le garder en réserve, là, mais c'est sûr que tu as plusieurs éléments d'analyse, puis on a eu 3 mois pour closer la transaction. Donc, en 3 mois, on est passé de LOI à on annonce. Fait que c'est sûr que ça a été 3 mois, 7, 24, presque, pour tout le monde, toute l'équipe de gestion. On était juste à notre 2e transaction. On n'a pas de personne on ne l'a pas fait, on l'a fait par nous-mêmes aussi dans l'exercice et avec des professionnels. C'est là où, nous, ça a été hyper réconfortant de travailler avec toi, Virginie, ton groupe, puis tout le groupe de Raymond Chabot, pour pouvoir relyer, se baser sur votre analyse. Parce que, tu sais, j'ai un partenaire qui dit « You don't know what you don't know ». Nous, on connaît cette business-là. Moi, je la connais inside out, cette business-là. Fait que j'ai pas le côté business, le côté stratégique, le côté est-ce que les clients vont rester, est-ce que les employés vont rester. Ça, je n'avais pas besoin d'avoir du confort. Mais après, c'est le côté carve-out, le côté data, le côté comment ça va se comptabiliser, le cash flow, comment la banque va voir ça. Tous ces éléments-là, on ne sait pas comment faire ça. Puis ça a été hyper important parce que vous amenez, même, on avait déjà fait une transaction avant, puis en 2018, comme tu l'as dit, quand on a racheté de la Banque nationale, vous représentiez à ce moment-là la CDPQ. Oui. Puis on a travaillé ensemble, ça t'a donné l'opportunité de comprendre la nature de notre business comme tel. Donc, nous, on a appris à se connaître aussi dans l'exercice. C'est pour ça que moi, je suis revenu quand j'ai fait la transaction. J'ai pas besoin de réexpliquer ma business. Tu la comprenais déjà, fait que c'était parfait. Mais moi, il y a un avantage que toi, tu as amené autour de la table, c'est que même si tu ne fais pas des... Parce que, étant donné que notre business, il n'y en a pas 10 000 sur la planète, c'est très, 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 très niche, très, très, très spécifique. Mais l'effet boule de neige du fait que tu fais du manufacturier, tu fais de la technologie, que tu fais du service, que tu fais toutes sortes d'autres business qui n'ont pas rapport avec nous. Mais tu apprends des choses, toi, puis tu deviens plus intelligent, puis plus connaissant plus connaissant de regarder un paquet d'affaires. Fait que quand tu nous parles à nous, tu te dis, as-tu pensé à ça au niveau du data? As-tu pensé à ça au niveau du carve-out? As-tu pensé à ça au niveau des contrats? Puis c'est des réflexes qu'on n'aurait pas nécessairement eu. Fait que tout ça, moi, ça a été hyper pertinent. C'est pour ça qu'on se parlait souvent. Puis ça a été pertinent aussi, encore comme je le disais tantôt, c'est de prendre certains de ces éléments-là puis de les redonner dans un format qui était important pour les actionnaires, les nouveaux actionnaires, ainsi que la BNY Mellon qui, elle faisait un due diligence sur Unocal parce qu'elle se faisait payer en partie en papier. Donc, elle se faisait partie en papier. Il fallait qu'elle se dise, j'ai confiance en la thèse stratégique, ce travail-là, je l'avais fait. Après, tu as une armée d'investment bankers puis de comptables qui rentrent dans les chiffres, puis il faut qu'on soit capable de défendre nos positions. Puis eux, ils ne s'intéressent pas à la thèse stratégique, ils s'intéressent aux chiffres. C'est ça qui a été super pertinent dans l'exercice de travailler ensemble pour pouvoir démontrer cette valeur-là. Effectivement. Puis honnêtement, dans votre dossier, si on regarde la transaction de 2018 puis celle de 2022, il y a quand même des similitudes.
les deux, c'était des carve-out. Ouais. Raison. Qu'est-ce qui était différent pour toi? Je comprends que la première fois, tu étais du côté du vendeur et acheteur en même temps, Ouais. mais tu faisais pas partie prenante de l'équipe de CDPQ avant d'avoir fait la transaction. Non. Mais tu l'as vécu de l'autre côté. Fait que tu savais exactement qu'est-ce qu'on allait poser comme question. Toutes les transactions sont différentes. C'est un carve-out, mais là, dans ce cas-ci, on avait des fonctions internes qui étaient partagées avec la Banque nationale. Il fallait les recréer à l'interne. Exact. Fait que ça a été... On a eu du travail à faire dans cet exercice-là pour recréer des fonctions de finance, des fonctions d'IT, des fonctions de HR, ressources humaines. Donc, ça, tout l'exercice, ça a été quand on a fait le carve-out de la Banque nationale. On avait un système qui était déjà indépendant. Il faut que ça n'a pas été un problème. On s'est sorti. On était déjà une compagnie indépendante, détenue par la Banque nationale et BNP Paribas à ce moment-là. Ça fait que ça a été moins compliqué. Quand on a fait Edgemark, c'était vraiment une division de BNY Mellon. Donc là, ça a été plus compliqué au niveau de la sortie du système. On avait un gros système qui est un des risques dans l'exercice. Puis je te réconforte de savoir qu'en 6 mois, on l'a tout sorti, puis on a tout été capable de le faire. Mais on était quand même tributaire d'une machine de la plus grosse banque custody au monde, qui est BNY Mellon, là où tous nos systèmes étaient déjà engagés dans leur système, cybersécurité, etc. Et on a extrait ça de BNY Mellon pour l'amener dans ce cas-ci chez Microsoft Azure. Fait que c'était un petit peu différent. Puis quand je parle tantôt, on avait une fonction finance, on a une fonction ressources humaines, mais là, on avait 70 employés, puis on allait se ramasser avec un extra de 230, puis on était 300 au moment où on a fait le truc. C'est pas la même gamme. Donc, on a eu à investir. Il a fallu calculer aussi dans l'exercice. On ne pourra pas le faire juste avec les gens qu'on avait. Il fallait investir dans ces équipes-là. Il faut y penser. Il faut penser à combien il faut investir. Il faut planifier combien ça va coûter. On était dans le milieu d'une espèce de marché hyper inflationniste. Exact. Yes. Inflationniste partout. On a des bureaux. Puis là, on a un bureau à Montréal, on a un bureau à New York. C'est pas la même affaire. On a les les devises. On a un bureau en Inde. On a une hyperinflation en Inde. On a une hyperinflation en Pologne. Tu sais, c'est compliqué. Tu peux essayer de mettre ton doigt dessus, mais ça prend des fois aussi des professionnels pour nous aider à nous guider. Puis fait que c'est une transaction vastement plus complexe. Mais encore une fois, je reviens à mon opening statement. La thèse fait du sens. La thèse faisait du sens pour le vendeur, la thèse faisait du sens pour l'acheteur, puis la thèse faisait du sens pour nos clients. Fait que dans ce temps-là, quand tu as ces parties prenantes-là qui fonctionnent, ça devient plus facile, plus mécanique pour convaincre. On n'a pas eu à convaincre personne parce que les gens ont cru en la thèse, parce que la thèse faisait du sens, parce qu'on y a bien pensé. Ça, c'est là où j'encourage les gens à commencer par là, au lieu de commencer par... Tu sais, que tout le monde est... C'est quoi les synergies? C'est quoi le prix? C'est quoi les multiples? C'est quoi le times cash flow? C'est quoi les times EBITDA? Combien tu fais? C'est très important. Mais l'important, au-delà de combien ça coûte, c'est combien ça vaut. Ouais. Puis combien ça vaut, bien, c'est le PV de ce que ça peut valoir. Puis ça prend une thèse. Puis c'est quoi le marché? Puis combien tu peux en avoir? Puis après, c'est de le faire bottom-up puis top-down, de se dire, OK, bien, dans cette position-là dominante, est-ce qu'on est capable de transformer notre industrie? Puis de faire des... Puis tu sais, nous, on a... Ça, c'est très important. On n'a pas vendu à aucun de nos actionnaires et ainsi qu'à BNY Mellon une business qui était en croissance excessive. On a bâti, reasonable growth. Un reasonable growth business. Puis ça c'est plus... Quand tu es dirigeant d'entreprise, c'est pas mal moins stressant que de vendre de la croissance excessive. Parce que la croissance excessive, ça fait des fois... Tu sais, quand tu cours dans un escalier qui descend, là, tu vas finir par te planter. C'est une réalité. Puis on le voit dans le marché. On l'a vu beaucoup dans le marché de la technologie depuis la dernière année. Il y a beaucoup de monde qui courait dans un escalier, puis qui avait un message, puis qui faisait ça en même temps. Fait qu'ils se sont plantés. Fait que dans l'exercice, je ne te dis pas qu'on ne peut pas se planter, mais au moins, on n'a pas vendu à personne qu'on allait faire 100% de rendement à toutes les années. C'est bon. Puis je pense que tu as abordé un sujet, la deuxième transaction avec Edgemark. Il y avait un volet technologique puis un volet ressources humaines beaucoup plus, je dirais, global, avec des ressources en Inde, en Pologne, extraire, comprendre, bien se familiariser, convaincre les gens. C'est quoi la recette pour s'assurer d'avoir une bonne transition puis de retenir ces ressources clés-là parce qu'ils ne sont pas à Montréal, ils ne sont pas de l'autre côté de la rue? Là. Non. Ça prend encore... La thèse fait du sens. La première affaire, c'est qu'on a
on a convaincu ou on a discuté à même les partenaires de ce que j'appellerais Legacy InnoCap et Legacy Hedgemark de la thèse et on s'est assuré que tout le monde y tirait son compte. L'organigramme était fait avant le closing, avant le signing. J'avais parlé avec tout le monde qui était soit de l'ancien InnoCap et l'ancien Hedgemark pour parler du nouveau InnoCap, pour m'assurer que tout le monde était d'accord et content de la position qu'ils allaient avoir. Puis c'est d'essayer de voir qui est la bonne personne pour opérer avoir chacun de ces chapeaux-là. Puis ça demande c'est pas tout le temps facile parce qu'il y a des gens avec qui tu crois d'un côté ou de l'autre, puis c'est pas les bonnes personnes pour le futur de l'organisation. Chaque organisation a besoin d'avoir, tout dépendamment de la période de croissance à laquelle elle va faire face, d'un leader différent. Et je m'inclus là-dedans. Puis tu sais, dans l'exercice, je me suis inclus, je m'inclus encore là-dedans. Moi, je crois, puis je remercie mes actionnaires de le croire aussi, que j'étais la bonne personne pour l'amener là, la business, puis potentiellement l'amener aux prochaines étapes. Mais peut-être parce que je suis une personne de croissance. Mais à un certain moment, quand tu arrives dans une business où est-ce que c'est plus la croissance qui prône, puis c'est la rationalisation, c'est pas le même leader que tu as besoin. Puis un bon leader va se dire, c'est quoi? C'est plus moi. Ça va prendre, I'm stepping aside. C'est pas évident. C'est pas évident. Fait que dans l'exercice, il y a des gens dans notre organisation, dans les 16 partenaires, qui ont dit, c'est pas moi la bonne personne pour ça. Puis step aside, je prends un autre rôle, fais ci, fais ça. Fait que ça, c'est important, mais quand c'est ouvert, puis tout le monde le fait au nom de la business et au nom à leur bénéfice à eux, ça marche. Puis pour l'instant, ça a fonctionné. Donc, tu commences avec ça. Puis après ça, ben là, l'exercice, on l'a fait en Pologne, on l'a fait en Inde. Moi, je me suis déplacé d'aller les voir pour leur expliquer. Parce que tu parles des gens qui sont en Inde, ils sont loin de Montréal, puis ils sont loin d'InnoCap. Eux, ils travaillaient pour BNY Mellon, le plus gros custody bank au monde. Fait que quand tu travailles pour le plus gros custody bank au monde, puis tu t'en vas travailler pour InnoCap, based in Montreal, c'est un petit peu difficile pour eux de comprendre quand tu es un ingénieur informatique, puis tu ne sais pas exactement ce dans quoi on travaille dans la vie, c'est plus difficile d'embarquer dans la thèse. Fait que, il faut que tu te déplaces, il faut que tu leur parles, il faut que tu enlèves ton veston, puis tu leur expliques, puis tu leur dis, puis tu leur parles de la thèse, puis tu leur parles de pourquoi, puis comment eux vont faire partie de cet organe-là. Puis on a été hyper chanceux parce que dans leurs anciens travails, ils n'étaient pas considérés de la même façon. C'est là que je reviens encore une fois. C'est très québécois de faire ça. On est empathique, on est intéressé par les gens. En s'intéressant aux gens, ben, les gens s'intéressent à toi aussi. Quand je suis juste d'aller en Pologne, d'aller en Inde, puis de nous intéresser à ce qu'ils font, puis pourquoi, puis à quel moment dans la chaîne, ce qu'ils font, c'est important. Puis ce qu'on fait dans la vie, on travaille pour des fonds de pension, on travaille pour des infirmières, puis des pompiers, puis des professeurs d'école. C'est ça qu'on fait. On améliore leur sort parce qu'ils passent à travers la plateforme. Puis quand tu fais ça, puis tu leur parles de ça, les gens y embarquent. Ça a été super prenant. Ça a été super important dans la transaction pour embarquer tout le monde. C'est un ongoing exercise, mais au moins, on l'a fait pour vrai. Puis ça a été super intéressant. Effectivement, très bien. Super important. Parlant de cette transition-là, est-ce qu'elle est terminée aujourd'hui? On a parlé de sortir des systèmes, mais est-ce que... Parle-nous un peu de la transition. Quelqu'un m'a dit comment ça va, tu dis, ben, je vais te le dire dans 5 ans. Je veux dire, la réalité, c'est que tu peux bien dire, OK, ça se passe super bien pour l'instant, puis c'est vrai que ça se passe super bien. L'exercice, nos clients ont suivi, la majorité des employés ont suivi. Dans l'exercice des synergies, là, pour utiliser du langage financier, là, nous, on avait $0 qui venait de l'élimination de postes. C'est super important pour moi depuis le début. En fait, il y avait des augmentations. Il y a des augmentations. On est parti, on était 300, on est 350. Il y avait des augmentations et il continue à avoir des augmentations. Ce n'est pas une thèse de rationalisation, c'est une thèse d'expansion. Okay? C'est une thèse de transformation de l'industrie. Donc, dans l'exercice, on voulait pas mettre du monde à la porte. Puis là, pour l'instant, ça va bien. On est étape par étape. Les éléments plus risqués, l'extraire de BNY Mellon, c'est fait. Les clients sont restés. On a gagné des nouveaux mandats. On a gagné des nouveaux ensemble. Il y a des gens qui sont partis. Il y a des gens qui, je dirais, puisque je ne veux pas faire mon SMAT à dire que tout le monde est engagé, tout le monde est spot. C'est pas vrai. Il y a des gens qui ont quitté l'organisation. Puis c'est dur de voir des gens qui quittent l'organisation. Des fois, tu te dis, lui ou elle, pas super excité de cette transformation-là, de cette combinaison-là. Mais c'est pas moi, lui ou elle. Puis lui ou elle a des réalités, puis il dit, c'est quoi, moi, j'embarque pas dans ton affaire. Puis c'est triste parce que tu te dis, moi, j'avais un rôle pour toi, puis qui était super, comme moi, je percevais qu'il était super. Mais il y a des gens qui ont quitté. On a perdu des personnes qu'on aurait vraiment, vraiment voulu garder
mais qui, eux, se voyaient pas dans la... Parce que pour revenir à mon affaire de leader, chaque leader, chaque organisation a besoin d'un leader différent, tout dépendant de la croissance. Il y a des gens qui aiment ça, des plus petites organisations. Il y a des gens qui aimaient ça qu'on soit 70. Puis là, quand on est 300, c'est comme, j'aime moins ça. Moi, je sais, ils se retrouvaient plus dans un plus petit groupe que dans un plus grand groupe. Bon, moi, j'aurais pas pensé ça. Tu vois, ça a été décevant, mais c'est correct, ça arrive. Fait que ça se passe bien, je vais te le dire dans 5 ans. Mais pour l'instant, so far, so good. Excellent. Mais ce qui nous amène je pense, à la période d'aujourd'hui, puis peut-être la prochaine section, on voulait, dans le fond, avant même de rentrer dans les questions, je pense qu'on se garde quelques questions là, pour les gens qui sont avec nous sur le webinaire. En date d'aujourd'hui, là, InnoCap, vous êtes rendu où? Bien, écoute, regarde, quand on a fait la transaction, on avait 49 milliards d'actifs, là, on en a 53. On avait 300 personnes, là, on en a 350. Là, on parle de quelques mois, là. On parle d'un an. On parle de 6 mois, dans un marché qui est très difficile. Fait que c'est là où je te dis que je pense que notre thèse fonctionne. On a gagné des nouveaux mandats. On avait sur la plateforme 230 fonds, on en a 270. Donc, il y a quand même une certaine croissance qui a lieu présentement. On a été capable de faire rapidement plein d'affaires. On a un brand new bureau là, à New York. On a ouvert des bureaux parce que ça ne venait pas avec des bureaux. Ces gens-là en pleine pandémie, en plus. Ces gens-là étaient tous... Oui, exactement. Ces gens-là étaient tous dans les bureaux de BNY Mellon. Fait que là, on a créé des bureaux, les lieux d'appartenance, parce que la réalité, c'est qu'il y a encore beaucoup de monde qui travaille de la maison. On a créé des lieux d'appartenance. On a été capable de créer ces bureaux, ouvrir ces bureaux-là. Donc, on a quand même fait beaucoup de travail. Puis on a eu des résultats aussi là, qui sont assez intéressants. C'est assez exceptionnel, effectivement. Une question, champ gauche. Ouais. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir le soir là, par rapport à la business? Là? J'ai une fille de 20 ans puis un garçon de 16 ans. Ça aide pas. Quelqu'un, ils sont petits, ils t'empêchent de dormir parce qu'ils font du bruit. Puis quand ils sont plus vieux, ils sont juste pas là. Fait qu'ils t'empêchent de dormir aussi. T'sais. Puis là, fait que dans l'exercice, c'est pas ça. De la business, écoute, les 2 dernières semaines ont été intéressantes dans les marchés financiers. Puis je pense que c'est un peu le début de quelque chose. Je te dirais pas que c'est le début. Je pense pas, je suis pas alarmiste dans mon approche, je ne le serai jamais, c'est pas mon style. Mais je pense que de dire Signature Banks, les États-Unis, they stepped in puis they paid everyone, it's not gonna be okay. Là. Je pense que c'est un petit peu se cacher, c'est un peu faire l'autruche parce qu'il va y avoir des ripple effects. Tu peux pas dans un marché comme ça faire une vague. La vague, elle s'élimine pas. Là. Elle va aller se frapper à quelque part, puis quand elle va être frappée à quelque part, elle va revenir dans l'exercice. C'est un peu ça qu'on va voir dans le futur. On le voit cette semaine avec Crédit Suisse. Puis il y a une réalité là, dans le marché, c'est que les taux d'intérêt sont hauts. Il y a beaucoup de volatilité. Il va continuer à avoir beaucoup de volatilité. Il y a beaucoup d'éléments puis beaucoup de choses qui sont pricées très cher. Puis là, on va avoir une espèce de repricing vaste à travers le monde. Fait que ça m'empêche un peu de dormir, mais pour nous, c'est excellent parce qu'on est dans les placements alternatifs. Donc, on n'a pas eu un marché favorable depuis les 10 dernières années, étant donné qu'il y avait peu de volatilité, les taux étaient très bas, puis tout le monde faisait de l'argent. Le bêta était comme it was easy money. Dans ce cas-ci, c'est qu'étant donné que les taux sont plus hauts, il y a de la volatilité, ben ça va être intéressant. Donc, moi, je suis très intéressé. Je suis excité par ça. Donc, je dors pas parce que je suis excité. Je dors pas parce que je suis nerveux, je suis excité. Puis je dors pas parce que je suis excité. Mais je pense qu'il va y avoir énormément d'opportunités dans le... Super. Merci beaucoup. Merci, François. Je pense qu'on va passer à la période de questions. J'ai reçu des questions qui ont été postées en ligne. Un certain Antoine qui demande c'est quoi l'importance pour InnoCap des communications là, dans la transaction. Est-ce que c'est juste du nice to have? Non. Je dirais, tu sais, over-communicate. Nous, on est dans la business de ça avec nos clients. Puis je pense que dans l'exercice, le certain Antoine a un bon point. De communiquer à l'interne, à l'externe, puis bon et mauvais. Puis je pense que c'est important aussi, la communication, il y a des firmes, il y a des gens qui communiquent juste quand c'est bon. Puis ça je pense que c'est pas bon. C'est d'être, encore une fois, dans l'empathie, c'est de l'empathie, puis l'avantage qu'on a comme Québécois, c'est qu'on est vrai beaucoup dans nos relations.
Fait que si on est des vrais partenaires, dans l'exercice d'un vrai partenariat, je vais te dire les bonnes affaires, puis je vais te dire les moins bonnes affaires. Puis ça, si on communique comme ça, ben toi, tu vas avoir de confiance en moi. Fait que c'est la même affaire quand tu communiques avec les employés. Tu sais, quand tu dis la vérité, puis tu essaies de le communiquer le plus possible, ben tu as des gens qui sont engagés envers ton message. Puis je sais, tu sais, je vais être le premier à avoir à m'améliorer dans l'exercice. Là, puis tu ne communiques pas avec un groupe de 70 comme tu communiques avec un groupe de 350. Tu ne communiques pas avec un groupe qui est juste basé à Montréal, qui est un groupe qui est basé partout. Fait que ça aussi, il y a un apprentissage. Tu sais, puis je dirais que moi, je ne le fais pas comme il faut. Nous, on ne le fait pas encore comme il faut, mais on essaye. Tu sais, puis je pense qu'il n'y a personne qui va se fâcher d'essayer. Mais tu sais, des fois, tu ne sais pas tout. Il y a des réalités, il y a des différences culturelles auxquelles il faut que tu fasses un petit peu attention. Effectivement. Merci. Peut-être passer à une autre question. À quoi peut-on s'attendre d'Inocap sur les 10 prochaines années? Une question large, mais... Écoute, nous, tu l'as dit au début, on est FinTech. FinTech, c'est People plus Technology. Donc, on continue à investir dans les gens. Fait que je vais mettre les gens d'un côté. Là, je vais te parler du côté tech. Nous, on a bâti une technologie à l'interne qu'on utilise nous-mêmes, qui est une technologie qui pourrait être aussi utilisée ou s'assetisée, puis être utilisée par d'autres firmes un peu partout sur la planète. Tu as 4 à 5 000 hedge funds un peu sur la planète. Tu as un autre 10 000 firmes de gestion de portefeuille, de taille, tu en as plusieurs plus que ça, là, mais qui pourraient utiliser une certaine non, pas la plateforme, une certaine partie de la technologie. La plateforme, c'est comme un managed service. C'est que moi, je vais le faire pour toi. Je vais utiliser ma technologie, puis je vais le faire pour toi. Mais je peux peut-être dire, si tu n'as pas envie que je le fasse pour toi, tu veux juste utiliser ma technologie, on pourrait essayer de voir comment on pourrait extraire la technologie puis essayer d'en faire une vraie business. Fait que notre thèse de dominance, notre thèse de transformation du marché peut continuer dans le core business comme elle est entamée, mais on peut aussi essayer de voir comment on pourrait agrémenter cette thèse de transformation-là par une petite business de SaaS. Là. C'est une petite business qui peut être très grosse, là. Une petite business de SaaS. Donc, ça, c'est notre objectif, au niveau technologique, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire tout en transformant notre industrie puis en continuant à aller convaincre des fonds de pension de transiger à travers la plateforme. C'est que ça, c'est super important. On est une business de 50 milliards. Moi, je pense qu'on peut être une business de 250 milliards. Parce que si tu regardes la taille du marché, on peut facilement être une business de 250 milliards puis continuer à être basé au Québec, ce qui est assez cool. Puis pour ce qui est des gens, puis je vais qualifier mon affaire, moi, mon objectif, si je réussis dans tout Inocap, là, c'est quand on va dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, bien, les jeunes qui vont graduer de l'Université McGill, l'Université HEC, de Sherbrooke, de Bishop, de Laval, de Concordia, de n'importe quelle université, il y en a 7, il y en a une qui me manque, là. Mais quand ils graduent, ils veulent venir travailler chez Inocap. Qui se disent, hey, on a un fleuron mondial basé ici à Montréal. Puis moi, j'ai étudié en finance, j'ai étudié en technologie, j'ai étudié en ingénierie financière, on a 12 avocats à l'interne, on a des comptables, puis de continuer à grossir la plateforme, puis que les gens veuillent venir travailler chez nous parce que on est cool. Puis qu'on a bâti cette espèce de dominance-là mondiale dans une business qui est noble. Puis si je peux faire ça, ben, c'est ça le vrai succès de la business. Puis je vais tout faire pour réussir à ça. Super, super. Peut-être une dernière question qu'on peut prendre. Si on regarde un petit peu les marchés qui pourraient être porteurs pour Inocap, là, on a parlé de technologie, on a parlé des individus. Y a-t-il des marchés qui pourraient être porteurs, que ça bouge ou qui aurait une transformation potentielle là, qui pourrait vous intéresser dans le futur? Bien, nous, on fait, tu vois, on transige beaucoup dans les placements, ce qu'on appelle le liquide alternatif et les liquides alternatifs, des 3 niveaux de dérivés 1, 2, 3. Donc, des affaires très opaques au niveau du crédit. On en a beaucoup sur la plateforme. Mais je pense que ce qu'on fait pourrait aussi se porter à tout ce qui est private equity, tout ce qui est infrastructure. Donc, ça ouvrirait un nouveau marché complètement dans l'exercice de nos fonctions comme organisation. C'est sûr que ça nous intéresse beaucoup de regarder quoi d'autre on pourrait devenir en leverageant la plateforme. Une dernière question. En fait, la question que j'ai ici, c'est pas une question, c'est de Pierre. C'est un certain Antoine? C'est un certain Pierre?
C'est Pierre, il n'y a pas de nom de famille, Ah. qui dit merci, félicitations à Innocap et M. Rivard pour cette belle présentation. Fonctionnement d'entreprise de classe mondiale avec une belle simplicité puis humilité. Puis je pense que ça va nous permettre de clore sur ce sujet. Je tiens à te remercier Merci, ça me fait personnellement. plaisir. François, C'est vrai, ce un fut un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Je suis honoré de t'avoir avec nous et d'avoir travaillé avec toi sur tes 2 dernières transactions. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup. Merci Raymond Chabot aussi. Merci à tout le monde qui ont assisté au webinaire et à la prochaine.